Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Gauthier. Salut Stéphane. Salut Fabien. Tu es conférencier, tu es expert en APM et conseiller sur toute la partie expérience client. On va en parler plus en détail de ton parcours, de ton métier et de tes aspirations d'aujourd'hui. Mais avant, comment tu expliquerais ton métier d'aujourd'hui à un enfant de 5 ans de façon ludique? OK, alors écoute, je l'expliquerai de la façon suivante, c'est que j'aime impacter. Donc mon métier, c'est d'impacter les gens. Impacter, c'est mettre le maximum de puissance sur une toute petite surface. Donc si j'ai un enfant de 5 ans en face de moi, je dirais que tu prends une toute petite surface, puis tu appuies très, très, très fort. Là, tu vas impacter, tu vas avoir de la puissance et tu vas marquer ce que tu veux faire. Bah, moi, j'essaie d'impacter les gens. J'essaie de faire en sorte qu'ils sortent différemment, du moment où ils sont rentrés dans la salle pour les faire réfléchir sur plein de choses, notamment l'expérience client. Ouais, l'expérience client qui est ton gros sujet que tu as beaucoup connu de par ton parcours, puisque tu viens principalement de l'hôtellerie, c'est ça? Exactement, moi je viens des métiers des services, de l'hospitality, de l'hôtellerie. Ça fait 30 ans que je fais de l'hôtellerie, donc j'ai plusieurs casquettes dans l'hôtellerie. J'ai été dirigeant de chaîne hôtelière, j'ai dirigé Best Western pendant 10 ans, dans une période 2000 à 2010 qui a été, extrêmement propice à la disruption, notamment via le digital. Si je te dis, TripAdvisor, Booking, tu as tout compris. Ouais. Voilà, il s'est passé quelques accidents industriels comme j'aime à le dire et puis ensuite j'ai quitté Best Western en 2011, j'ai acheté un hôtel que j'exploitais avec mon épouse et avec les enfants, parce qu'on a déménagé de Paris, on est parti à Orléans et on a, exploité un hôtel pendant 12 ans. On a vendu en 2022. Donc et pendant les 12 dernières années, pendant ces années d'hôtel, j'ai créé ma boîte de conseil avec laquelle j'ai commencé à faire des conférences. J'ai fait de l'enseignement, enfin voilà, j'ai fait des tas de trucs et qui me permettaient d'impacter, puisque c'était ce que je voulais faire après avoir quitté mon job de salarié. Ce qui est chouette, c'est que tu as vécu le monde du salarié à assez haut niveau, avec cette direction à Best Western, puis après cette envie, d'entreprendre de ton côté? Ouais, 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 qui est, alors paradoxalement qui est pas simple, parce qu'on passe d'un statut, on est directeur général d'une boîte d'une centaine de personnes, tout va bien. Et donc quand tu as un statut, bah, quand tu as un problème avec ton ordinateur, tu as quelqu'un qui te le résout. Quand tu es entrepreneur, et tu sais de quoi je parle Fabien, parce que tu es comme moi, quand tu es entrepreneur et que tu as un problème avec ton Mac, bah, c'est pour ta pomme, c'est toi qui te débrouilles. Donc en fait, il faut tout faire. Il faut savoir tout faire, il faut savoir, gérer ta boîte, gérer le quotidien, gérer les collaborateurs, et comme c'est tes sous en plus c'est ta boîte, donc tu vas y mettre du cœur et du temps. Et dans l'hôtellerie, ben, c'est un peu chronophage parce qu'on y passe, le jour, mais aussi la nuit, parce que ça s'arrête jamais, les week-ends, les jours fériés et cetera. Donc, oui, c'était très dense, c'était une aventure de couple en plus avec mon épouse, donc c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, donc c'était pas simple, c'était un challenge. Voilà, donc on est super content de l'avoir fait, super content d'avoir vendu aussi et content de refaire, là, de me replonger à 100 dans mon activité, d'indépendant. Bah, du coup, je suis tout seul, donc c'est plus facile pour gérer mon quotidien. Ouais, c'est chouette ce que tu dis parce qu'en plus, sur ton parcours entrepreneurial, tu as dû voir la suite du monde disruptif dont on va Ouais, parler avec l'arrivée après d'Airbnb et cetera. Je pense que tu fais partie des métiers qui ont le plus changé en 20 ans. c'est vrai. Et un métier de service en plus où on sait, avec toutes ses spécificités, les relations humaines et cetera et avec toutes les difficultés aussi, de recrutement, enfin tout ce que l'on connaît. Tu as connu les 2 parties, quoi. C'est exactement ça et en fait, ça m'a servi de leçon. J'ai appris beaucoup, quand j'étais chez Best Western, et toutes ces disruptions, notamment, les avis clients avec TripAdvisor qui m'ont quand même chamboulé. Le fait que Booking prenne le pouvoir, en proposant simplement un service simple de réservation que nous, on n'avait pas vu chez notre hôtelière et sur lequel on n'avait pas investi. Donc tout ça a fait que, bah, j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé et j'en ai tiré cette expertise et ces compétences d'aujourd'hui. Cette disruption du client, ce prise du pouvoir du client, comment y faire face? Comment en faire une opportunité? Donc ça a été une menace pour nous, on en a fait une opportunité et dans mon hôtel, j'ai essayé de transformer ça de façon très concrète pour faire en sorte que je puisse, bah, tirer les bénéfices de cet apprentissage un peu douloureux parfois, pour pouvoir faire en sorte que mon hôtel marche bien et ça a marché puisque j'ai développé la réputation de mon établissement, j'ai développé les notes sur Booking, TripAdvisor et cetera et ça m'a permis de vendre plus et plus cher. Donc le but de l'entrepreneur, c'est d'essayer de développer son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Bah, moi, j'ai trouvé un moyen pour le faire, en faisant d'une menace une opportunité et de faire en sorte que ça fonctionne en hôtellerie, je me dis que ça fonctionne ailleurs et c'est exactement ce que je dis à tous les clients, que je croise lors de mes conférences. Et alors justement, quel a été, ton cheminement et tout ton parcours là-dessus? Parce que tu l'as expliqué en 2 minutes, mais Paris ne s'est pas fait en un jour et j'imagine que ce cheminement et cette capacité d'analyse a dû être, assez longue, mais pour le coup vertueuse. Quel a été ton cheminement là-dessus pour, prendre cette, menace en opportunité?
Uber, Booking, quoi, juste de la mise en relation et qui vous prenait, enfin, qui vous prennent toujours entre 15 et 20 quoi. Tout à fait. J'ai compris 3 choses. J'ai compris que, toi et moi, on est clients et qu'en fait, quand on est client, il y a 3 choses qu'on le demande à un prestataire, quel qu'il soit, que ce soit tes clients ou les miens. On lui demande d'abord de résoudre ses problèmes. C'est-à-dire qu'on lui demande pas le client ne veut pas acheter un produit, il veut simplement qu'on résolve son problème. Donc la résolution de problème, c'est pas forcément de lui vendre quelque chose, c'est de trouver les moyens de résoudre ton problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il veut que ce soit facile et c'est la leçon de Booking. Booking, les clients arrivaient à la réception de mon hôtel et me disaient et je leur disais: «Mais c'est dommage, vous avez fait via Booking, si vous avez fait en direct, vous aurez payé 15 € moins cher». Et les gens lèvent la tête et ils me disent: «Mais je sais, mais c'est tellement plus simple via Booking». Et la vraie leçon de ça, c'est que c'est la simplicité. Est-ce que c'est facile de bosser avec toi? Si c'est facile de bosser avec toi, les gens seront enclins à bosser avec toi et même à payer un peu plus cher pour que ce soit, toi qui sois choisi parce que c'est plus facile de bosser avec toi qu'avec le concurrent. Et la troisième chose, c'était la surprise. J'ai compris que si je voulais avoir des bons commentaires dans mon hôtel, il fallait que je surprenne mes clients. Il fallait que je leur promettre moins, pardon, que je leur délivre plus. Donc il fallait que je les surclasse, il fallait que je leur offre quelque chose qui n'était pas prévu. Et en fait, quand tu fais le combo des 3, c'est quand tu résous les problèmes de ton client et que tu arrêtes de leur vendre des produits, quand tu leur rends les choses faciles et en plus de ça, quand tu les surprends, bah, tu as toutes les chances d'avoir de la recommandation derrière. Et cette recommandation, elle est vertueuse, que dans l'hôtellerie, ça provoque, de la réservation supplémentaire, ça provoque du bouche-à-oreille positif, des clients ambassadeurs et tout ça fait que tu vas vendre plus et plus cher parce que les gens te font confiance. Tu es légitime par rapport à la note que tu as sur internet. C'est ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en application dans mon hôtel et ça a fonctionné. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que sur, Best Western, tu étais vraiment à la période 2000-2010, mais tu étais surtout dans le service marketing et communication. Donc, j'imagine que tu as vu arriver, les TripAdvisor, vraiment le service le plus touché. Comment vous avez réagi et comment vous avez interprété tout ça? En fait, le départ était très violent puisque nos hôteliers nous disaient: «Mais nous, on ne va pas répondre, ce sont des grincheux, des Français qui se plaignent. TripAdvisor, ça n'a aucun impact pour nous, donc on va laisser faire les choses». Et en fait, on n'a pas pu laisser faire les choses parce que le tapis commençait à grossir, hein. On a mis ça sur le tapis, mais ça commençait à se voir. Et donc on a réfléchi à en faire une opportunité, on a réfléchi à développer les réponses, aux avis bien entendu et puis surtout, provoquer chez nos clients de l'enchantement pour qu'ils disent du bien de nous. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on arrivait à avoir des meilleures notes, on arrivait à vendre plus et plus cher. Donc en fait, la corrélation du tiers de confiance, c'est-à-dire TripAdvisor en qui tu fais confiance versus les hôtels qui te disent qu'ils sont super, et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité B2B, B2C, faisait qu'en sorte ce tiers de confiance faisait remonter la capacité à être réservé et surtout l'acceptation d'un prix moyen plus élevé. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a vu que l'hôtelier, voyait que ça marchait, ben, évidemment, on a mis le paquet pour, faire de cette menace une opportunité. Et donc TripAdvisor est devenu notre allié on s'en est servi pour faire en sorte que nos clients disent du bien de nous et ainsi vendent plus et plus cher. Donc voilà comment on a pu réagir, mais ça a été long et ça a été un process un peu douloureux en apprentissage. Et en plus sur TripAdvisor, tu l'as dit, les vrais ou les faux, on sait qu'il y a une partie de faux commentaires et tu as la double peine, en fait. Je pense, c'est-à-dire non seulement de t'approprier, ce produit, ce service-là qui est TripAdvisor, mais en plus d'enchanter les clients, mais non seulement de les motiver à laisser un commentaire favorable pour contrebalancer avec certains des commentaires qui, on le sait, sont faux parce que ça vient de telle ou telle personne. Oui, alors c'est faux et c'est parfois vrai et ça peut être négatif et vrai, et pour noyer tout ça, il faut générer effectivement de la recommandation sincère et authentique. Tu vas pas obliger les gens à mettre des commentaires s'ils ne veulent pas et pour leur, générer de la recommandation sincère et authentique, il faut, résoudre leurs problèmes, rendre les choses faciles et les surprendre. Et si tu fais ce combo des 3, et ben, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir beaucoup plus de commentaires positifs qui vont «noyer» entre guillemets les commentaires négatifs. Tu vas remonter ta note et remonter ta performance économique et donc ça fonctionne très bien. Sur du moyen long terme, hein, faut pas rêver, c'est pas un claquement de doigts, mais ça fonctionne dans l'hôtellerie et ce que j'essaye de dire à des industries en B2B, à du B2C également, des laboratoires, enfin à tous mes clients en ce moment, c'est que si ça fonctionnait chez moi, ça peut fonctionner chez eux et c'est la question qui se pose en ce moment. Ils ont pas TripAdvisor, mais ils ont les avis Google et les avis Google, ça fait la même chose que TripAdvisor à tout le niveau. Et est-ce que tu penses avec le recul, maintenant qu'on est sur une projection à long terme et que ça fait un moment que tu es sur le sujet, TripAdvisor a été peut-être un mal pour un bien pour, l'accompagnement, le service et la relation client et que ça a apporté un plus au final? Oui, sans aucun doute, ça a trié, ça a nettoyé, c'est-à-dire qu'un mauvais hôtelier parisien et Dieu sait s'il y en avait, moi j'en connaissais puisque Paris était de toute façon, un aimant, à touristes. Tu pouvais être mauvais, vendre très cher, personne ne savait, tout le monde s'en fichait et tu continuais à être mauvais et vendre très cher. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne peux plus te permettre ni à Paris ni ailleurs d'être mauvais. Donc tu es obligé d'avoir un hôtel propre, bien tenu, bien décoré, avec un bon service. Et sinon, tu as une sanction immédiate qui sera ton prix moyen. Ton taux d'occupation va rester importante prix de la demande, mais ton prix moyen va être sanctionné. Donc,
oui, ça a nettoyé le marché et ça a permis effectivement aux bons hôteliers de sortir par le haut et de mauvais, soit de s'améliorer, soit de disparaître. Et quelles sont les actions que toi tu as mis en place, une fois que tu as eu ton propre hôtel à Orléans? De quoi tu t'es servi? De quoi tu t'es nourri? Ou peut-être même été avant-gardiste sur certaines choses? Moi, je me suis appliqué à moi-même ce que je dis toujours, c'est le promettre moins, délivrer plus. C'est-à-dire que, avoir, une prestation ou une proposition de valeur extrêmement modeste. J'ai été classé 2 étoiles, je suis resté 2 étoiles, surtout pas avec 3 étoiles alors que je pouvais l'être de façon administrative et surprendre mon client par de la déco, par des chambres supérieures, par de la literie, par, des bandes dessinées que je mettais à leur disposition, et cetera et en fait, on a appliqué ça au quotidien, petit à petit avec mon épouse et en fait, on s'est aperçu qu'on avait énormément de bons commentaires où les gens disaient: «Mais cet hôtel ne vaut pas 2 étoiles, il vaut bien plus». Et en fait, se promettre moins, délivrer plus, qui est contre-intuitif. Et quand je dis ça à des entrepreneurs, ils me disent: «Oui, mais Stéphane, faut qu'on soit un peu sexy si on veut se vendre. Si on dit qu'on est moyen, on va attirer personne». Je dis: «Oui, c'est le risque». Et le risque, c'est qu'à moyen terme, enfin l'avantage à moyen terme, c'est que les gens vont dire: «Non, non, mais c'était vachement bien. Quand j'ai travaillé avec Fabien, il m'a promis ça, mais en fait, il a délivré beaucoup plus. Et donc Fabien, c'est top ce qu'il fait, et donc je vais le recommander». Bah, ça, très concrètement, ça fonctionne. C'est de la manipulation douce, hein, on n'est pas en train de contraindre le client, de dire du bien de nous. On est en train de lui faire ressentir, parce que tout est question de ressenti, que finalement on lui en a donné beaucoup plus que ce qu'il attendait et ben, naturellement, toi et moi, quand on en donne plus que ce qu'on attend, on est reconnaissant et on dit que c'était génial et on recommande et si tu t'attendais pas à voir un bon film et tu as vu un bon film, bah, tu vas le recommander. Donc on est toujours dans cette perception du service qu'on va délivrer, donc vaut mieux promettre moins et garder, de la marge pour délivrer plus et provoquer naturellement de l'enchantement qui va créer la recommandation et là, les gens, tu as pas à les forcer à mettre un commentaire, ils le mettent parce qu'ils ont ressenti de l'émotion. Ils se disent: «Ouais, c'était vachement bien et je peux pas faire autrement finalement que d'aller mettre un bon commentaire». Donc voilà un peu la stratégie que moi j'ai concrètement appliquée et qui fonctionne très bien. Tu as dit plusieurs choses intéressantes, l'émotion, notamment, on va y revenir. Merci pour ce commentaire positif. Je vais couper cette interlude-là et le mettre dans notre témoignage client. Donc merci à toi Stéphane. Tu peux. Plus sérieusement par rapport à ça, comment tu arrives à faire changer de philosophie, on va dire, carrément, auprès des chefs d'entreprise, pour qu'ils s'approprient cette, thématique-là? Parce que comme tu l'as dit, c'est contre-intuitif, c'est pas contre-productif, mais c'est contre-intuitif. Comment tu arrives à convaincre et à les faire changer de vision, les chefs d'entreprise là-dessus? Je pense que les exemples de l'hôtellerie que je prends toujours dans l'introduction de mes formations, ça parle à tout le monde parce qu'on a tous vécu, on a une expérience de réservation et de séjour hôtelier. Donc c'est très facile de se projeter, de se dire: «Bah oui, c'est vrai, quand j'étais là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai cru, voilà ce que j'ai obtenu». Ça, c'est une première chose. La 2e chose, c'est que quand on leur montre les 3 piliers, le pilier de la résolution de problème, c'est-à-dire que d'arrêter de vendre des produits, ça c'est très difficile aussi, mais d'arrêter de vendre des produits, mais de résoudre les problèmes de ses clients. Pour certains, c'est finalement une évidence et finalement, j'ai même pas à les convaincre. Ils se disent: «Mais oui, mais en fait, tu as raison». Je prends toujours l'exemple de la perceuse dans mes conférences et je dis: «Mais à quoi sert une perceuse?» Alors tout le monde dit: «Bah, à faire un trou». Je dis: «Non, elle sert à accrocher un cadre mur». Mais en fait, la solution pour accrocher un cadre mur, il y en a plein. C'est pas simplement le fait d'acheter une perceuse. Donc on voit bien avec tous ces petits exemples que finalement, c'est du bon sens, c'est de l'évidence et donc j'ai même pas les besoin de les faire changer d'avis. Je leur fais prendre conscience que c'est la base de leur métier, c'est pas de vendre des produits, c'est de résoudre les problèmes de leurs clients. Ensuite, la facilité. Quand on parle de digital aujourd'hui, tout est digital et le digital a permis cette facilité. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs en B2B notamment, qui sont pas encore très matures sur ces sujets. Donc je les encourage évidemment à regarder comment on peut fluidifier les prises de commandes, le SAV, le retour, la supply et cetera. Comment on peut faire en sorte que ce soit simple pour le client? Je reprends Amazon. Amazon, c'est la simplicité absolue. Donc j'appelle, je commande, je suis livré le lendemain, je suis pas content, je retourne et on me rembourse. Donc comment je fais pour être simple? Et puis l'émotion, c'est la surprise. Pourquoi l'émotion, elle est si importante? Parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas et la surprise est une émotion, hein, parmi d'autres et cette émotion qui est complètement irrationnelle, va te permettre de ressentir quelque chose qui va faire en sorte que tu vas recommander. Et tu sais pas pourquoi, mais tu as ressenti quelque chose et ce ressenti va te permettre de dire: «Ouais, c'était vachement bien» et donc comme c'est vachement bien, je le recommande à mes amis, à mes copains et en plus je le mets sur Google parce que c'est super. Donc finalement, tout ce que je raconte n'est que du bon sens. Souvent on me le dit d'ailleurs, on me dit: «Bah, c'est super, ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu nous as remis la l'église au milieu du village, tu nous as remis du bon sens commerçant». En fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre métier. Qu'on soit, vendeur de peinture ou qu'on soit avocat ou qu'on soit, dirigeant d'une start-up, c'est vrai c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Résoudre les problèmes, rendre les choses faciles
et surprendre nos clients. Si on fait des 3 tout le temps et si tout le monde s'y met, bah, ça marche. Ouais, à condition de faire de la vraie émotion, je te fais le parallèle avec la communication où on a le storytelling, l'art de raconter des histoires, mais tu as l'art de raconter une vraie histoire et l'art de raconter une certaine histoire, tu vois? Donc tu veux peut-être aussi quel est le degré, que tu vas y mettre et qui va prouver que c'est une, émotion Bien réelle. sûr. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est compliqué. Si c'était facile, ça serait bien pour tout le monde, mais exactement. C'est pour ça que c'est compliqué. Tout ce qui est fake va être ressenti par le client. Donc aujourd'hui, on n'est pas dupe. Le client est très mature. Il est mature et encore, on se peut avoir avec l'IA et cetera, mais il est très mature sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il comprend. Donc si on lui raconte une histoire qui est fake, il va vite s'en rendre compte et l'effet, il est inverse. L'effet, il est redoutable parce que du coup, on lui ment, on triche, on essaie de lui faire comprendre un truc qui n'existe pas. Donc l'émotion, ça fait partie de notre, raison d'être ou de notre, façon d'être par rapport aux clients et c'est là où c'est compliqué avec les collaborateurs. Comment je forme mes collaborateurs à déclencher ces émotions et comment finalement je travaille plus sur savoir-être que savoir-faire. Donc on revient aussi en termes de management, comment j'acculture mes équipes, avec le bon savoir-être pour créer cette émotion et faire quelque chose qui soit spontané, qui soit authentique et sincère et qui ne soit pas processé. C'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a pas de process, c'est simplement quelque chose où le collaborateur est autonome, il a le droit de le faire, il peut le faire, on lui reprochera pas et quand il le fait, ça va déclencher cette émotion. Et donc c'est tout ça ensuite quand on tire le fil, on arrive très vite au management puisque on sait très bien que des clients satisfaits, enchantés, c'est d'abord des collaborateurs satisfaits, enchantés. Donc il faut commencer par les collaborateurs et ensuite c'est par ricochet, la symétrie des attentions va se répercuter sur le client. Mais c'est là où ça devient complexe, c'est qu'il faut parler de culture, qu'il faut parler de management, de culture d'entreprise et là effectivement on ouvre un chapitre qui est long, qui est complexe, qui est pas simple, mais il faut en passer par là si on veut vraiment pousser le bouchon, le plus loin possible. Et c'est intéressant parce qu'on peut l'ouvrir ce chapitre, puisque tu l'abordes, le fait de donner du sens aux collaborateurs et de leur permettre, ce genre de prise d'initiative. C'est comme tu dis, la culture d'entreprise, les valeurs que tu as et le fait de donner confiance et de l'autonomie justement, Ouais. notamment. Bah, c'est tout ce qu'aujourd'hui, là, on est à croiser des chemins. C'est-à-dire que moi, je dis toujours puisque j'ai une conférence qui s'appelle «Enchantez vos clients» et j'ai une autre conférence qui s'appelle «Enchantez vos collaborateurs», puisque en fait, c'est symétrique et qu'on voit bien qu'on est à ce carrefour-là où ce ne sont pas les collaborateurs, ce ne sont pas nous qui choisissons nos collaborateurs, c'est eux qui nous choisissent. C'est un fait. Je ne croise pas un chef d'entreprise depuis 18 mois qui ne me dise pas: «J'ai pas trop de problèmes de clients, par contre, j'ai un vrai problème collaborateur. J'arrive pas à fidéliser, j'arrive pas à engager, j'arrive pas à motiver, les personnes qui travaillent pour moi». Et donc de l'autre côté, on a cette satisfaction client. Donc finalement, ça tombe très bien puisque engager ses collaborateurs, les fidéliser et cetera, bah, c'est résoudre leurs problèmes, c'est leur rendre les choses faciles et c'est les surprendre. Et en fait, la recette qui marche avec les clients, elle marche avec les collaborateurs. Est-ce que dans ton entreprise, tu résous les problèmes de tes collaborateurs? Des problèmes quotidien, de transport, de je ne sais quoi. Est-ce que tu rends les choses faciles? Est-ce que c'est facile de poser un CP ou un RTP chez toi? Est-ce que c'est simple? Ou est-ce que c'est compliqué, il faut que tu passes par un service qui valide et cetera? Et est-ce que tu les surprends, hein? Est-ce que tu peux, une fois par an, tu peux leur dire le jour de leur anniversaire: «Bah, écoute, tu sais, demain, c'est ton anniversaire, tu viens pas travailler. C'est pour moi, c'est cadeau». Est-ce que tu arrives à les surprendre? Bah, finalement, la recette que j'applique aux clients, dans ma autre partie «Enchantez vos collaborateurs», c'est la même recette et c'est grâce à cette recette que si on applique ça au niveau si on te fait à toi ce que tu aimerais qu'on fasse aux autres, ça marche. Si on prend soin de toi, tu prendras soin des clients et si tu prends soin des clients, tu vas créer l'enchantement. Donc tout ça, c'est systémique et ça marche ensemble et puis en ce moment, comme on a une pénurie de collaborateurs partout, bah, en tout cas, ça résonne pas mal dans la tête des chefs d'entreprise. De beaucoup de chefs d'entreprise. Et encore une fois, c'est quelque chose que tu as vu arriver, plus tôt, dans le métier de l'hôtellerie parce que Ouais. je vais pas me tromper, mais dans l'hôtellerie-restauration, vous êtes touchés par des problèmes, de recrutement, aujourd'hui, que d'autres entreprises de services ont, mais que vous avez depuis un moment. Exactement, c'est endémique à chaque fois que tu ouvres le poste de radio et qu'on parle de problème de recrutement, on parle hôtellerie-restauration, on a l'habitude. Ouais, c'est notre faute, hein. On a fait beaucoup de conneries, hein. On a des horaires à la con, on a des salaires, minables, enfin voilà, on a fait beaucoup de conneries, donc il faut reconnaître que c'est de notre faute d'abord et puis ensuite, bah, là, on a essayé de corriger les choses, hein, même si je suis plus dans le métier avec mon était aujourd'hui, mais on a essayé de corriger les choses et surtout d'essayer d'amener effectivement des avantages très concrets pour les collaborateurs, pour leur donner une visibilité, un sens à des métiers répétitifs, difficiles, avec des horaires décalés, les week-ends, les soirs et cetera. Donc oui, on a été très touchés, on n'a pas tout résolu, loin de là. On a beaucoup balayé dans notre porte parce que c'était quand même notre responsabilité.
Maintenant, ben, on continue et c'est encore très difficile et aujourd'hui, moi j'ai des clients restaurateurs ou hôteliers qui ferment le dimanche soir. Pas parce qu'ils ont pas de clients, parce qu'ils ont pas de collaborateurs et je dis souvent dans mes conférences pour provoquer, profitez de manger au restaurant le samedi soir parce que dans 5 ans, vous pourrez plus le faire. Dans 5 ans, les restaurateurs ne pourront plus ouvrir le samedi soir parce qu'ils trouveront plus personne ou alors la cuisine fermera à 9 heures, à 21 heures et si tu veux un plat chaud, bah, tu commandes à 21 heures. On en est là et c'est pas fini et ça va pas s'arrêter puisqu'il y a pas de il y a pas de substitution à ça. Enfin, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les aspirations des collaborateurs, elles sont pas ni travailler le week-end, ni travailler, les jours fériés. Même si les salaires sont revalorisés, ça suffit pas donc faut trouver autre chose, faut trouver du sens, faut trouver de l'engagement, faut trouver, effectivement, faut s'occuper d'eux de façon différente pour espérer les garder un peu plus longtemps que prévu. On en est là. Et comment tu arrives à donner du sens, comme tu le dis, à certains métiers répétitifs, qui sont peu valorisés, aujourd'hui? Parce qu'il y a des métiers où c'est, je vais pas dire facile, mais plus simple de donner du sens de par la mission du poste et cetera. Mais d'autres métiers, pour penser, aux femmes de chambre, aux hommes de chambre et cetera, comment tu donnes du sens? Même s'il y a forcément des clés. Mais Bah, j'imagine que sur certains profils, ça doit être un peu plus difficile. c'est clair, c'est beaucoup plus difficile et tu as raison et on n'y arrive pas toujours. C'est-à-dire personne ne les femmes de chambre ou valets de chambre par vocation, personne. Tu peux pas demander à quelqu'un, «Ouais, moi ma vocation dans la vie, c'est de valet de chambre». C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce sont des métiers alimentaires, ce sont des métiers que tu fais parce que tu as pas le choix, qui sont difficiles, qui sont ingrats et donc c'est très compliqué de donner du sens. Alors ce qu'on peut faire pour reboucler avec la satisfaction client, ce qu'on peut faire, c'est que le métier d'hôtelier, c'est pas de faire dormir des gens dans des lits. Mon métier d'hôtelier, c'est de l'hospitalité, c'est de leur faire plaisir, c'est de les rendre heureux, c'est de leur, offrir une petite parenthèse de repos éventuellement, un petit déjeuner sympathique, d'un sourire le matin, d'une découverte de la ville. Donc en fait, si on essaie de donner un peu plus de sens autour de ça, pour pouvoir, faire en sorte que le fait de faire le lit, de mettre un euro supplémentaire, bah, c'est de faire plaisir aux clients et que ça se voit dans les commentaires et que ça se voit dans les notes et que ça se voit même écrit en disant: «Beh, ma chambre était super propre, c'était un plaisir» et cetera. Bah, c'est la récompense de ce qu'elles font aussi, qui peut, à dire de façon légère, mais compenser la dureté du boulot et le fait que ça reste un travail extrêmement difficile. Mais voilà, on essaie de donner un peu plus de sens si on s'occupe de ses clients et si ces gens-là font partie de la culture de l'entreprise pour s'occuper de ses clients et par exemple, moi, je rémunérais une partie de mes femmes de chambre à la note Google ou à la note TripAdvisor. Donc plus on monte en note, plus on fait de la qualité, plus on gagne. Donc c'est plutôt gratifiant et du coup, bah, je suis pas là pour faire les lits, je suis là pour faire plaisir aux clients. Bah, ça donne une autre vision des choses même si on va pas se mentir, c'est pas simple, de garder cette motivation intacte. Et justement, par rapport aux chefs d'entreprise, hein, où tu as appris le parallèle avec toi, c'est pas de faire dormir des gens, c'est d'offrir de l'hospitalité. Comment tu peux les mettre en condition pour leur donner quelques idées ou des pistes pour passer justement de postulat A, qui sont aujourd'hui, au postulat B, à devenir, ce qu'ils devraient aspirer à être? Quand je suis à l'APM ou quand je suis au CJD, je les fais réfléchir sur, quel est le problème que vous résolvez? Je pourrais te poser la question, Fabien: «Quel est le problème que tu résous?» Je t'en prie. Bon, question idiote, question simple, mais ça vaut le coup d'y répondre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est cette question-là, alors il faut monter d'un cran, c'est-à-dire question: quel est le problème que tu résous? Bah, le problème, c'est que les gens ne peuvent pas dormir, chez eux, donc ils viennent à l'hôtel. OK, ça c'est le problème basique. Et il y a un autre problème, c'est quoi? Bah, le problème, c'est qu'ils sont seuls, ils sont en déplacement et finalement je résous un problème, un petit peu de solitude. Bon voilà, il y a tout ça qui fait que quand tu montes d'un cran, quand tu poses des questions, tu commences à trouver du sens à ce que tu fais. Et ce sens, bah, une fois que tu l'as, ça en fait une vision, ça en fait une raison d'être, hein. On parle beaucoup de raison d'être dans notre entreprise aujourd'hui, ça reste une raison d'être que tu vas décliner en vision à 3 ans, par exemple. Donc c'est une mission, une vision à 3 ans et tu vas pouvoir avoir une stratégie derrière et emmener tous tes collaborateurs dans cette stratégie. Mais tes collaborateurs doivent savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi on fait ça pour le client? Quel est le problème qu'on résout chez lui? Tant qu'on n'a pas trouvé cette essence-là, on a du mal à pouvoir, embarquer les gens vers un but commun, si ce n'est faire du fric. Mais si ta raison d'être, c'est de faire du fric, c'est mort. Enfin, je veux dire, personne va te suivre. Enfin, moi, j'ai jamais vu de gens qui disaient: «Oh ouais, on fait du fric, suivez-moi». Non, c'est pas vrai. La conséquence, c'est qu'on fera de l'argent. Donnerait non plus, contrairement Et bien sûr, aux idées reçues. exactement, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de trouver ce sens, ce pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça apporte à mon client? Quel problème ça résout chez lui? Et puis une fois qu'on a ça, on peut tirer les fils et puis décliner en vision. Voilà, donc c'est comme ça que je leur ai prendre conscience qu'ils doivent revenir à ça, revenir à cette essence, de se dire pourquoi ils font ce qu'ils font, peu importe la raison, c'est leur raison. Et une fois qu'ils ont ça, bah, comment ils le déclinent derrière, chacun comprenne, chacun le matin quand il se lève vient dans l'entreprise pour répondre à cette mission-là. C'est l'idée.
Et tu parlais de la stratégie d'entreprise, tout ce qui est RSE, etc. Et ça fait penser au fameux triptyque mission, vision, valeur, qui sont très, très ancrés et indispensables pour tout projet. Exactement, exactement ça. Donc la mission, c'est pourquoi j'existe. La vision, c'est où je vais dans 3 ans. Et les valeurs, c'est qu'est-ce que je veux ou comment je veux que mes collaborateurs se comportent avec moi pour réaliser cette vision et dans le cadre de cette mission. Et tant qu'on n'a pas ça, et beaucoup d'entreprises n'ont pas ça, hein. Moi, avec la BPI, j'aide beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Je suis expert à la BPI et j'accompagne des boîtes sur ces sujets fondamentaux de mission, de vision. Des boîtes déjà qui font presque 10, 15, 20, 30 ou 50 millions de chiffre d'affaires qui n'ont pas ça. Mais c'est pas grave, hein, elle fonctionne très bien, hein, mais du coup demain, enfin, ils veulent relancer la machine, redonner du sens aux collaborateurs, bah, il faut qu'ils se reposent ces questions fondamentales et qu'ils les développent. Donc c'est hyper intéressant de faire avec eux. Toujours, Ouais, toujours. Surtout que généralement, les stratégies d'entreprise, tu les vois surtout au début et puis tu t'y remets pas forcément assez régulièrement dedans. exactement. C'est très riche. Sur une des conférences que tu donnes, enfin, il y en a deux, trois qui m'ont interpellé. L'une, c'est TripAdvisor m'a tué, le client m'a sauvé. Alors, c'est volontairement des titres un peu accrocheurs, mais pour faire le lien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en quoi et comment le client t'a sauvé et surtout, et si ça n'avait pas été fait comme ça, est-ce que tu aurais eu moyen de faire différemment? Puisque tu as subi quelque part? C'est Ouais. intéressant. Ah oui, j'ai complètement subi parce qu'on l'a pas c'est l'arrivée d'internet qui a tout changé, hein. On sait, hein, voilà, c'est 2000, on est en 2000, hein, donc entre guillemets, il arrive en 2000, là, hier, et donc on ne comprend pas, nous, chez Hôtelière, comment ça va se passer et quand on voit arriver ces acteurs et tout le bazar de Booking et cetera, et quand ils donnent la parole aux clients de façon, ouverte, de façon publique, on ne comprend pas non plus ce qui est en train de nous arriver. Heu, donc quand j'ai dit que Tripreneur m'a tué, c'est qu'il m'a mis en face de réalités, de ce que pensait le client, qu'il le disait et là je ne pouvais pas l'ignorer et le client m'a sauvé parce que le client m'a dit la vérité. Le client, il m'a dit avec sa perception ce qu'il ressentait de ce qu'on lui proposait et quand il me disait que la réservation, via téléphone, c'était un cauchemar parce que c'était 24/7 mais c'était en anglais la nuit et cetera parce qu'on avait des call centers dans le monde entier, que ça prenne du temps, que ça dépendait de l'opérateur, si je tombais sur un opérateur sympa ou moins sympa, et que sur internet en 3 clics, je pouvais réserver dans le monde entier. Voilà, il nous a mis en face de nos contradictions, de nos réalités économiques parce que nous, quand tu es une boîte qui a 7 call centers dans le monde entier, ben, faut les fermer, mais comment? Enfin, il y a un coût humain, il y a un coût social, il y a un coût économique. C'est une stratégie à 180°. Comment tu fais? Qui va te suivre? Enfin voilà. Nous, on était des vieux, on était des dinosaures et quand on nous a impactés avec ces idées-là, il fallait qu'on prenne les bonnes décisions, mais qui étaient coûteuses, hein, pour nous et pour ceux qui nous entouraient. Donc voilà, le client nous a dit: En fait, tu pas le choix». Donc c'est pour ça qu'il nous a sauvés, c'est qu'il nous a dit: «Vite» et nous on l'a cru vite, pour qu'on puisse vite pivoter et rejoindre, ou limiter les dégâts en tout cas, et essayer de aujourd'hui évidemment on peut réserver en ligne dans n'importe quel hôtel, mais c'était pas le cas, il y a 15 ans. Et puis pivoter, comme tu dis, tu as fait partie d'un gros paquebot, donc ça pivote, pas aussi facilement et l'agilité n'est pas forcément la même qu'une PME ou une start-up. Exactement. Là, on voit bien le pouvoir, d'une start-up en termes d'agilité que nous on n'avait pas parce qu'eux, ils partaient de 0 et nous, on partait avec un actif qu'il fallait gérer, quoi. Il fallait bien qu'on gère le paquebot et on pouvait pas du jour au lendemain, virer de 180°. Donc ouais, c'est bah, toute l'histoire de toutes les boîtes, hein, qui se sont fait attaquer, les banques, les assurances, les mutuelles, enfin bref, tous les paquebots qui aujourd'hui voient bien que faut pivoter. Elles le savent qu'il faut pivoter, hein, tout le monde le sait, sauf qu'on n'y arrive pas parce que c'est trop lourd, c'est trop gros, ça prend trop de temps. Donc moi, je travaille beaucoup pour les banques, beaucoup pour les assurances, les AXA, les Allianz et cetera et ces gens-là savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils y arrivent mais ils ont beaucoup de mal parce que ça implique beaucoup trop d'enjeux et que c'est long, culturellement à faire bouger, des milliers de collaborateurs à travers le monde, quoi. Donc c'est l'avantage d'une start-up. Et justement, de par les interventions que tu fais et les accompagnements de clients, tu es beaucoup sur, justement cette relation avec le digital et le bouleversement que ça peut apporter. Est-ce que tu as une ou 2 anecdotes, particulières, sans citer les clients bien évidemment, qui t'ont interpellé à ce sujet, de par ton expérience? Et après j'aurai une deuxième question sur le devenir de ce qui se joue aujourd'hui en ce moment. Alors oui, évidemment que le digital est souvent l'une des solutions pour faciliter la vie du client. Quand on parle de la brique facilité, hein, résoudre le problème aussi, mais la brique facilité, c'est comment je peux te contacter, comment je peux faire, comment je peux donner à une espèce de frictionless, relationship, c'est-à-dire comment je peux avoir une relation qui soit sans friction, sans couture et qui soit le plus naturel possible. Heu, est-ce que j'ai des anecdotes? Heu, Par exemple, avec AXA, j'ai beaucoup travaillé sur la partie du parcours client et en fait, eux veulent que les clients passent par les outils digitaux. Sauf qu'ils veulent, mais on n'a pas dit que le client le voulait. Donc en fait, l'idée, c'est de redonner un peu d'autonomie
à l'agent général pour qu'il puisse les proposer au client de choisir. Donc c'est pas parce qu'on veut que le client passe par un canal qu'il doit passer et en fait, il faut redonner la main au client de savoir s'il veut le faire ou pas. Et s'il veut pas le faire, accepter qu'il le fasse différemment et l'éduquer pour qu'il le fasse à un moment donné, de façon beaucoup plus fluide. Et à l'inverse, beaucoup de gens aujourd'hui dans la banque notamment se plaignent qu'il y a plus de trafic dans les banques. Il y a plus personne qui va dans les banques. Tu vas pas voir ton banquier, moi non plus. On y va à titre pro parfois et encore, on se dit visio, mais à titre perso, on ne va plus voir son banquier. Bah, j'ai un fils de 30 ans, il ne va pas avoir son agence. Mais exactement, et ça n'existe pas. Il a évolué, les machins, etc. Donc en fait, il ne sait pas à quoi ça sert. On me dit même à quoi sert une agence bancaire qu'on a, ça sert à rien. Et donc on se plaint de ça, mais en même temps, on donne aussi les moyens aux clients de se passer de nous. Et je crois qu'il faut l'accepter ça. Moi je dis à ces gens-là, mais la relation, visuelle, quelqu'un qui pousse la porte de l'agence, qui vient vous voir et cetera, c'est un cadeau incroyable. C'est-à-dire que si moi je viens vous voir à la banque ou si je passe la porte d'un opticien, pour opticien en ce moment et cetera, c'est que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai pris ma voiture, je me suis garé, j'ai pris du temps, j'ai marché jusqu'à chez vous et cetera. Donc cet effort surhumain, parce que même si c'est pas surhumain, il faut que je le récompense par une expérience incroyable. Mais si je viens à la banque et si on me fait poireauter 20 minutes parce que j'ai un rendez-vous à 14h, on prend à 14h20, si on m'offre pas de café, si, bah, j'en fais une expérience pourrie et donc je préfère le faire par le digital. Donc l'idée, c'est d'amener les sociétés, enfin ces entreprises à penser digital et à accepter que le digital, il y aura moins de contact, mais c'est pour le bien du client et pour leur bien aussi, à eux et accepter que lorsqu'il y a contact, il faut que l'expérience soit incroyable. Il faut vraiment que l'expérience soit incroyable. Et si elle est incroyable, ça marche. Exactement. Et qu'on peut plus juste, aller voir, son, banquier ou son assureur ou n'importe quel magasin de retail ou son opticien avec une expérience physique qui soit déplorable. Donc c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec le retail, sur des expériences en magasin pour que ça soit, mémorable parce que l'effort qui a été fait par le client, il est incroyable. Sinon la prochaine fois, il ira sur internet, il ne va même pas vous voir et sûrement il ira pas chez vous parce qu'il va trouver mieux ailleurs. Donc c'est ça qui est difficile. L'expérience client, pardon, et la relation client a beaucoup changé. On a tous connu ces périodes où tu attendais 20 minutes pour ton banquier, enfin toi plus que moi, mais 20 minutes à attendre ton banquier, alors qu'aujourd'hui ça te paraît un non-sens absolu, comme dans les retail où maintenant on sait que les gens ils regardent le produit sur internet avant d'aller acheter un magasin. Et quand des fois ils vont tomber sur des vendeurs qui connaissent moins le produit qu'eux-mêmes, tu te dis il y a peut-être un problème. Exactement. Donc il faut repenser l'expérience physique, hein, le en magasin ou dans le retail, mais c'est pareil en B2B. En B2B, si tu veux, rencontrer ton client, il faut qu'il ait une expérience incroyable, il faut que tu lui amènes quelque chose de plus, il faut que tu le surprennes, que tu crées de l'émotion, sinon, bah, tout se fait à distance ou tout se fait, finalement en ligne. Donc tout ça, ça s'applique à tous les métiers. On est des consommateurs exigeants, on est des clients B2B, B2C de plus en plus exigeants et on n'accepte pas de faire des efforts pour rien et on préfère faire, le moins d'efforts possible, quitte à payer un peu plus cher, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a le sentiment de pas avoir le temps et il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace et donc on est prêt à zapper d'une marque à l'autre parce que, on nous importe ce confort. Donc l'expérience physique, elle doit être exceptionnelle si elle l'est. Ouais, et puis dans le fait de zapper d'une marque à l'autre, ça fait penser au fait de l'appropriation d'une marque, hein, qui a complètement changé dans l'approche, comme tu dis. Ouais, il y a quelques marques. Tu as dû connaître des clients qui voulaient aller à Best Western et pas dans une autre chaîne du groupe parce qu'ils savaient qu'ils avaient un accompagnement différent et qu'ils aimaient cette routine-là, ce qui aujourd'hui est complètement différent. Aujourd'hui est complètement différent et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas choisir Best Western, ils vont choisir le meilleur hôtel pour eux, qui soit, dans leur budget, dans leur style, pour leurs besoins du moment. Parce que je vais à l'hôtel pour le travail, pour le loisir, je vais à l'hôtel pour dormir quelques heures, pour y passer une semaine et cetera, donc j'ai différents besoins. Il y a du zapping permanent des clients par rapport aux marques en fonction de leurs besoins. Et internet a multiplié l'offre par, 1000, par 1 million. C'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique d'hébergement aujourd'hui, donc je peux choisir ce que je veux au moment où je le veux. Donc la fidélité à une marque, elle devient complexe. Alors, il y a des marques comme Apple, il y a des marques effectivement qui resteront emblématiques, mais globalement, pour fidéliser de nouveau en marque, c'est compliqué. C'est pas les petits problèmes de fidélité qui vont faire la différence. Donc, il va falloir que chaque unité de cette marque, chaque hôtel, chaque point de vente puisse créer cette émotion pour permettre aux gens de rester dans la marque le plus longtemps possible. Mais c'est compliqué, quoi. Donc, oui, la fidélité aujourd'hui, elle est très, très, très versatile. Et on n'a pas parlé tout à l'heure, puisque tu reparles de l'hôtellerie et pour clôturer là-dessus. Donc, tu as connu la période TripAdvisor, puis la période Booking où la plateforme de réservation te prend un pourcentage. Et là, quelques années plus tard, troisième coup de massue, le Airbnb. Ah.
Exactement. Donc là, on voit une offre, qu'on n'avait pas calculée, qui arrive et qui double l'offre hôtelière. À Paris, en 5 ans, il y a 18 000 chambres d'hôtel à Paris. En 5 ans, il y a 18 000 appartements qui se sont vendus sur Airbnb. Donc ça veut dire que c'est une offre qui est multipliée par 2 en 5 ans. Donc c'est comme si on avait construit, 2 fois, l'offre hôtelière parisienne en 5 ans, qui évidemment est un petit peu compliqué à gérer. Alors la chance qu'on a eue à Paris, c'est que la demande était telle que ça s'est bien amorti. Il y avait une demande qui était, très supérieure à l'offre, donc c'était bien. Après, dans des coins de province où c'était beaucoup plus compliqué à gérer, parce que dans des zones touristiques notamment. Donc voilà, on a vu de l'offre, qui n'existait pas. Donc ouais, c'était aussi une leçon, c'est-à-dire que je prends ça de façon positive. Les hôtes Airbnb nous mettaient des coups de pied aux fesses, c'est-à-dire qu'ils accueillaient mieux nos clients que nous. Heu, il y a quand tu vas chez Airbnb, tu as le petit pot confiture sur la table, voir la bouteille de vin au frigo, voir le bouquet de fleurs sur la table. Donc on avait oublié tout ça. En fait, l'hospitalité quoi, la façon d'accueillir, la façon de rendre les gens, de leur donner un peu plus que ce qu'ils ont acheté. Donc finalement, là aussi, ça a été un mal pour un bien puisque ça nous a remis au cœur de nos métiers qui était d'accueillir, qui était de faire plaisir, qui était, d'en donner un petit peu plus que ce qu'ils avaient acheté et que les gens, aient une expérience positive du séjour parmi nous. Donc voilà, on a appris, mais ça a été douloureux aussi, c'est à nos dépens. Et comment tu peux expliquer à un client, que tu as aujourd'hui, toutes ces arrivées, ce changement de vision? Alors tu parlais du digital et ça fait partie des questions, notamment de ce qui arrive, enfin de ce qui arrive, de ce qui est déjà là, mais que certains n'ont pas encore pris en compte avec l'intelligence artificielle et cetera. Comment tu peux aider les clients à être justement plus dans la veille, plus dans la stratégie, plus dans la prospective? Je les mets dans la condition enfin, je les mets dans leur, peau de client. C'est-à-dire que je leur dis: «Quand vous avez un billet de train, aujourd'hui, vous faites comment exactement? Vous allez au guichet de la gare?» Évidemment, 99 des gens me disent: «Beh non, j'ai la question, je regarde sur internet». Quand tu veux réserver un hôtel, pareil. Quand tu veux, te faire livrer quelque chose, enfin, voilà. Quand tu veux, faire un peu de shopping, tu fais quoi? Donc en fait, les réflexes des gens aujourd'hui, c'est d'aller sur un portable et d'aller sur internet. Donc là, je leur fais: «Bah, tes clients, c'est pareil. Tes clients, c'est pareil, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont commencer par chercher sur internet et ils vont essayer d'aller vers celui qui leur propose la facilité d'acheter, de réserver, de regarder, de comparer». Donc il y a qu'un outil qui fait ça, c'est le digital. Donc soit tu y es pas et malheureusement, bah, tu vas passer à côté, du réflexe de ton client. Soit tu y es, bah, il faut réfléchir à comment y être, bien entendu, pour rendre la vie facile à ton client. Est-ce que les questions que je demande à poser dans les études, il y a certains de mes clients qui me disent: «Mais comment on peut savoir tout ça?» Je dis: «Faites pas un petit questionnaire, puis posez la question». La question c'est: «Est-ce que ça a été facile de?» Est-ce que ça a été facile de joindre un commercial? Est-ce que ça a été facile d'avoir un devis? Est-ce que ça a été facile de se faire livrer? Est-ce que ça a été facile de parler au technicien? Peu importe. Et vous verrez vite, si la réponse, en fait, tu me donnes un truc de 1 à 10, hein, si la moyenne c'est 2, ben, c'est que c'est compliqué. Donc si c'est compliqué de te joindre, si c'est compliqué d'avoir un devis et cetera, bah, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Donc et pour que ce soit facile, il faut que tu me crées des canaux, il faut que tu me crées du digital, il faut que tu me crées du 24/7, il faut que tu me crées des moyens de pouvoir faire par moi-même, puisque tu es pas disponible toute la nuit et cetera. Qui donc le digital devient pas une mode, ne devient pas un truc, sympa parce qu'il faut l'être. C'est simplement un outil qui permet de gérer de la facilité de relation avec ton client. Et si tu gères et si tu rends les choses faciles, tu es vers le chemin, vers la satisfaction, la recommandation. Donc finalement, quand tu te présentes les outils comme étant des moyens d'arriver à donner du sens et de l'enchantement, bah, du coup, on y va, quoi. Parce que c'est plus une contrainte ou c'est plus une obligation ou c'est plus un truc à la mode. C'est un truc qu'il faut faire. Oui et puis sûrement aussi la simplicité de l'outil parce qu'on a tous connu, des process ultra longs ou des formulaires à rallonge qui, en voulant faire gagner du temps, t'en fait perdre autant, quoi. Exactement, ouais. Simplicité, mais c'est vraiment ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Est-ce que tu peux faire un super process où toi tu trouves que c'est génial et ton client dit: «Mais c'est trop compliqué parce que c'est trop long». Hein, typiquement les questionnaires où tu as la petite barre qui défile, où tu commences à remplir, puis tu as la petite barre qui défile et tu vois que tu es à la moitié alors que ça fait 1 minute, ce qui est une éternité évidemment, et donc tu zappes et les gens disent: «Bah, je comprends pas, les gens répondent pas». Là oui, ils répondent pas parce que ça dure 1 minute 30 et 1 minute 30 c'est trop. Donc il faut 3 questions, une question ouverte, ça dure quelques secondes et là ils te répondront. Rends les choses faciles. Si tu les rends pas faciles, accepter aussi qu'on à tort ou à raison, on a besoin de gagner du temps les uns les autres. C'est le la chose qui on n'a jamais eu autant de temps, mais on en manque beaucoup. Donc accepter aussi que le client est impatient. Oui, le client est impatient. L'immédiateté est un dû. Oui, l'immédiateté est un dû. Bon, voilà, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. Donc ces outils nous ont rendus, j'en sais rien. Et celui qui gagne la bataille, c'est celui qui répond de façon positive à ça. Sinon, bah, c'est compliqué.
Et alors, justement, comment tu reconnais un pépin et comment le transformer en pépite? Ça, c'est effectivement ce que j'explique, dans mes conférences. Quand tu as un mauvais commentaire, d'abord, il faut l'accepter. C'est le ressenti du client et le ressenti du client, il est toujours vrai. Le client n'a pas toujours raison, mais la façon dont il, traduit son ressenti est toujours vraie. Donc, est-ce qu'il est de mauvaise foi? Non. Il est simplement dans un jour sans, peut-être, c'est possible, hein, et il considère que tu as pas répondu à ses attentes. Donc il va te le dire avec ce mot, parfois c'est un peu maladroit, on sent. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pas répondre à ça parce que la tentation de répondre à ça, c'est de rentrer dedans. Ça veut dire: «Ah non, monsieur le client, attendez, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, vous avez pas attendu un quart d'heure, vous avez attendu 5 minutes, et comment, la personne qui vous a accueilli, elle était souriante et gentille, vous dites que c'était pas vrai et cetera. Donc vous êtes un menteur et moi j'ai raison». Bon, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. L'autre tentation, c'est d'être plat et neutre en disant: «Monsieur le client, on prend en compte ce que vous avez dit, on va faire mieux la prochaine fois, merci, au revoir». Ça, c'est de l'indifférence, ça veut dire on s'en fout et on fait en fait, on fera la même chose les prochaines fois et on s'entend. Donc il reste une troisième solution, c'est, de répondre de façon sincère et authentique et de vraiment changer. Et cette solution, c'est de répondre non pas à celui qui se plaint, mais à celui qui va lire la réponse et qui est mon futur client. Et toute l'astuce, elle est là. C'est-à-dire que ne pas répondre à son client, mais de répondre au futur prospect qui va lire effectivement la plainte du client, mais qui va surtout lire ta réponse. Et c'est dans ta réponse que tu vas le convaincre de venir chez toi. C'est comme ça qu'on transforme le pépin en pépite, puisque dans tes arguments que tu vas donner dans ta réponse, tu vas essayer de convaincre le futur client finalement de venir chez toi. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la première chose, c'est effectivement remercier parce que c'est un cadeau, hein. Il t'a fait un cadeau. Alors c'est un cadeau qui est mal des fois, hein, mais il t'a fait un cadeau puisqu'il a donné son ressenti. Le remercier, il faut ensuite faire de l'écoute active, c'est-à-dire reprendre en détail ce qui s'est passé de façon factuelle pour essayer d'expliquer que ça peut arriver et on s'excuse parce qu'on a fait une boulette et on va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc il y a 3 réactions. Une fois que j'ai écrit les faits, je vais soit m'excuser parce que j'ai fait une boulette et donc effectivement je ne recommencerai pas et je vais mettre tous les process en interne pour que ça se reproduise. Soit je vais assumer, je peux assumer. Si le client te dit qu'il a pas aimé ton hôtel parce que, il n'a pas aimé la déco, quoi? Bah, moi j'aime la déco. C'est mon hôtel, c'est moi qui ai décoré avec ma femme et en fait je trouve ça très bien. Donc, je comprends que vous aimiez pas monsieur, mais en fait moi j'aime bien. Donc on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc on peut assumer les choses, c'est pas on ne peut s'excuser. Et la dernière chose qui est la plus efficace, c'est de s'améliorer. C'est-à-dire que de se dire: «Monsieur le client, vous savez quoi? Ce que vous me dites là, je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas perçu comme ça. Moi je pensais faire bien, mais vous me dites que je fais pas bien. Et ben, je vais me remettre en question et je vais essayer de faire différemment la prochaine fois pour que ce soit ressenti comme quelque chose de bien». Et tu fais réellement quelque chose, tu réfléchis avec tes équipes sur pourquoi il a perçu ça, qu'est-ce que je pourrais changer, pour comment je peux m'améliorer. Et de façon sincère et authentique. Bah, quand tu fais ça, quand ton futur prospect lit la réponse, il a toutes les chances d'adhérer et de se dire, bah, finalement, cet atelier, il prend en compte ce que disent les clients, il bosse, il réagit, il se remet en question, bah, je vais quand même réserver chez lui. Et là, tu as transformé finalement quelque chose de négatif en quelque chose qui peut être positif et que le client auquel il puisse adhérer. Tout ça ressemble à la médiation d'entreprise, que tu pratiques également. J'imagine que tu vois souvent la même typologie de conflits, qui arrivent dans les entreprises, que ce soit en B2B ou B2C. Comment tu pourrais aider quelqu'un pour essayer de s'en prémunir ou d'être vigilant justement sur ces types de problèmes? Alors là, on change de chapitre. La médiation d'entreprise, ouais, c'est une J'essaie de faire des carte. transitions. On était bien, tu as raison, elle est bien. Attendez, je prends. La médiation, donc c'est une casquette que j'utilise peu, j'en pratique quelques-unes par an, mais c'est relativement marginal, mais c'est un truc que j'adore, c'est de mettre d'accord des gens dans l'entreprise qui sont pas d'accord, et qui étaient d'accord avant, mais qui ne le sont plus. Donc comment faire prendre conscience ou se prémunir de conflits, parce que c'est bien ça dont on parle de conflits. Bon, il y a plusieurs choses, mais pour la faire courte et synthétique, il y a d'abord le fait que le conflit n'existe dans la tête des gens. Le conflit est irrationnel. C'est-à-dire que on parle pas d'un problème à résoudre, hein. On parle pas d'un problème, d'un collaborateur qui veut partir au mois de juillet alors que son patron veut qu'il parte au mois d'août. Enfin, ça, c'est un problème. Ça, on peut résoudre ces problèmes. Je parle d'un conflit, quelque chose d'irrationnel qui fait qu'on peut plus se parler, qu'on peut plus travailler ensemble et que ça va pas le faire. Que ce soit entre associés d'ailleurs, ça m'arrive beaucoup entre associés, ou que ce soit entre collaborateurs ou avec un manager externe. Et donc l'idée, c'est que le conflit est dans notre tête à nous, qu'on est 100 responsable de nos émotions. C'est-à-dire que ce que je ressens, j'en suis 100 responsable. Donc je peux changer les émotions. Si je suis en colère contre toi, c'est parce que je l'ai décidé. Donc si je décide de plus être en colère, je peux le décider. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on est co-responsable à 50. C'est-à-dire que si on s'entend plus, Fabien, c'est que tu es responsable à 50 et moi aussi.
Donc, OK, tu as 50 pour toi, mais j'ai 50 pour moi. Donc à moi de travailler mes 50 d'abord et de balayer devant ma porte à moi en disant: «Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'on en soit dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pas l'autre». Parce que dans un conflit, il y a toujours 2 victimes. Quand tu écoutes les gens en conflit, les gens te disent: «Ah mais lui c'est un salaud. Ah mais elle, c'est une idiote». Donc je suis la victime d'un salaud ou d'une idiote. Donc les 2 sont victimes. En fait, il y a bien un moment donné où normalement il y a quelqu'un qui est un peu en bourreau, l'autre victime. Bah non, les 2 sont victimes. Parce que les 2 ne voient que ce qui va pas chez l'autre, mais ne voient pas ce qui va pas chez toi. Et donc l'idée, c'est vraiment de reprendre la main sur ces 50 de coresponsabilité, de travailler là-dessus et de dire à l'autre: «Bah écoute, tu sais quoi? On est en conflit, mais c'est de ma faute à 50. Et voilà ce que je pense, pourquoi c'est de ma faute et qu'est-ce que je vais faire pour changer. Mais toi, tu as 50 aussi. Qu'est-ce que tu vas faire pour, en prendre conscience et changer?» Et là, tu arrives à une médiation. Des fois, tu n'y arrives pas, tu peux y arriver. Tu arrives à une médiation où les gens se parlent et se disent non pas: «Toi, tu, pourquoi, machin» et cetera. Ils se disent: «J'ai déconné, ma responsabilité, c'est ça, 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 ça. J'ai compris pourquoi et je vais changer ça». Et quand les 2 arrivent à ça, bah, on arrive à recoller les morceaux et on arrive à se parler, à se reparler et à retravailler ensemble parce que c'est un peu le but, hein. On partira pas en vacances ensemble, mais c'est pas grave, mais en tout cas, on peut rebosser ensemble. C'est quand même le but. Donc voilà, quand on y arrive, c'est en tant que médiateur, c'est un kiff total parce que du coup, tu es arrivé à une démarche, qui au départ était mal barrée. Quand les gens ne parlent plus depuis 6 mois, tu te dis: «Bon, ben, c'est mal barré». Et puis là, tu arrives à effectivement à ce que les gens se reparlent, donc c'est top. Mais bon, voilà, faut faire prendre conscience, c'est que de la prise de conscience, hein, que les choses se passent vraiment comme ça. Et une fois que les gens ont compris ça, quand ça arrive, des fois ça arrive pas, bah, ça marche. Quelles sont les, conférences qui te sont le plus demandées en ce moment? Et est-ce que tu vois un changement au niveau des demandes, ou de l'approche sur ces dernières années? Écoute, je suis moi-même surpris de ça fait 10 ans que je fais cette conférence, je suis moi-même alors je l'ai changé, je l'ai fait évoluer bien sûr, mais je suis même surpris que ça dure encore. Je me suis Ma femme me dit souvent: «Mais, un jour ça va s'arrêter parce que du coup les gens vont pas te demander ce sujet-là, tu vois? Ils vont te demander autre chose». Bon, ça reste à la mode, tant mieux, hein, bah, je vais pas me plaindre, j'en fais de plus en plus. Ce qui m'est beaucoup demandé, c'est le retail. C'est comment alors, tu vois, là, bah, j'étais ce matin avec un client qui a un réseau de pharmaciens, 300-400 pharmacies en France. C'est le retail, qui en fait, me disent la même chose. Ils me disent, heu: «On a les mêmes produits que les autres, on a à peu près les mêmes prix que les autres, on a à peu près la même notoriété que les autres. Comment on fait la différence? Comment on sort de là? Entre un AXA, un Allianz et puis un Maïf, comment tu fais la différence? Qu'est-ce qui fait que tu vas à droite ou à gauche? Toi et moi, il faut qu'on soit assurés, c'est une commodité. On va aller où? Ben, on va aller là où on a l'habitude d'aller, où on nous recommande, et cetera. Donc l'idée, c'est comment je fais la différence quand j'ai un produit qui est effectivement une commodité, que tout le monde a et que les marques n'ont pas les différences. Donc c'est beaucoup le retail, c'est beaucoup les services et puis de plus en plus le B2B. Là, demain, tu vois, je suis à Annecy, j'ai une intervention pour un laboratoire, mais qui, vend des vaccins et des médicaments pour les animaux, donc tout ce qui est ruminant et cetera. Et donc eux, ils ont aussi, l'arrivée d'un générique sur leur marché qui va casser leur exclusivité et donc ils disent: «Comment on fait?» Comment, c'est la panique. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive avec une molécule qui est la même que nous, qui vend 20 moins cher et comment on fait la différence? Donc voilà, on revient toujours à ça. Comment on fait la différence vis-à-vis du client? Comment on arrive à être la marque préférée du client, même si on est 20 plus cher, puisqu'on n'est plus exclusif? Donc toutes ces problématiques sont encore d'actualité pour plein d'entreprises et puis arrivent des demandes de plus en plus sur l'enchanté de vos collaborateurs, parce qu'on revient sur le difficulté de recrutement, d'engagement et cetera. Donc là, j'ai des demandes sur, comment on peut faire les 2. Finalement, c'est un coup double, mais comment je peux repartir d'abord du collaborateur pour arriver au client et comment je peux travailler un peu plus les RH. Donc ouais, c'est des demandes que j'ai de plus en plus. Et alors c'est intéressant justement dans le retail, comment tu te différencies sur même produit, même service, même, accompagnement? Recommandations, d'enchantement. C'est-à-dire comment tu fais toi, tu vas choisir, un assureur, par exemple, tu vas choisir l'assureur qui t'est recommandé, soit par quelqu'un que tu connais, ta famille, tes copains et cetera, soit par un tiers de confiance qui existe sur internet, le TripAdvisor d'assurance, ça peut exister, soit tu vas faire ton choix avec les avis Google. Donc en fait, tu vas faire la différence, tu as 3 assureurs dans ta région ou dans ta ville, tu en as un qui a 2 sur 5 sur Google, l'autre qui a 4 sur 5, l'autre qui a 4,5 et qui a, 600 commentaires. Bah, naturellement, tu vas aller d'abord appeler celui qui a 4,5 sans commentaire, donc tu vas générer de la préférence avec une image extérieure d'un tiers de confiance qui va dire: «Vas-y, c'est vachement bien, j'y étais, on est nombreux à y avoir été et on est d'accord pour dire que c'est vachement bien». Et donc là, tu vas générer de la préférence et le client sera prêt à payer un peu plus cher chez toi
que chez le voisin, même s'il est moins cher, mais surtout il est moins bien noté. Donc évidemment, si tu es très bien noté, pas cher, c'est top. Mais généralement, on veut vendre de la valeur et donc c'est plus cher quand tu es bien noté. Et là, tu le justifies et tu continues à attirer de nouveaux clients et à fidéliser les clients que tu as aujourd'hui. Et puis c'est le boom aussi des services de comparateurs qui font le travail pour toi, notamment Oui, sur le cas des assurances. exactement. Les comparateurs, mais qui comparent souvent les prix. Et le prix n'est qu'un des éléments du choix. Tu vas pas forcément prendre le moins cher, tu vas prendre celui qui va te résoudre tes problèmes et le faire facilement et si possible te surprendre de temps en temps. Donc on revient toujours à ça, c'est-à-dire que le prix n'est qu'un élément. C'est ça que effectivement, les boîtes qui font de la commodité, ce que j'appelle la commodité, c'est plutôt l'assurance, c'est de la commodité, que tu dois te rassurer, mais bon, voilà, c'est pas un truc que tu fais, c'est pas un truc qui t'enchante à faire, mais c'est obligé, c'est obligatoire, doivent se différencier par de la recommandation et donc créer cette émotion qui fait que les gens vont préférer s'assurer à droite plutôt qu'à gauche. C'est ça qui est difficile à faire. Donc c'est ce que j'essaie de leur faire passer comme message. Ouais. Quel est, Stéphane, le meilleur conseil que l'on t'ait donné, dans ta vie, d'entrepreneur, de formateur ou de salarié? Euh, de peut-être de choisir mes clients. Voilà, on m'a dit, écoute, c'est pas facile. Moi, je suis plutôt un commercial, donc j'aime bien vendre. Mais on m'a dit, choisis tes clients, tu ne regretteras pas. Donc, ouais, j'essaie de choisir mes clients de plus en plus. C'est vrai que c'est pas simple, mais la phrase qui résonne en moi que j'ai entendue et qui fait écho, c'est qu'il y a de l'argent qu'il faut laisser sur la table, qu'il vaut mieux laisser sur la C'est table. ça, c'est ça. Pareil, bah voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc j'arrive à dire assez facilement maintenant non, ce qui n'était pas facile avant. Donc de plus en plus, j'ai un petit peu osé dire oui, ou je dis oui mais, voilà. Mais quand je sens pas, quand, alors des fois je le sais pas tout de suite, hein, des fois on le découvre, hein, ça peut arriver, mais ouais, quand je sens que ça va pas le faire ou que ça va partir dans un truc que j'ai pas envie de faire. Moi je suis indépendant, je suis comme toi, donc j'ai pas envie non plus d'être l'esclave d'un client qui va me demander à droite, à gauche et que j'ai pas un patron qui va me dire: «Mais si, tu dois l'aider parce que» et cetera. Donc j'ai cette chance de pouvoir dire, non, pas comme ça ou oui, mais à ce prix-là et il y a pas de négociation possible, voilà, parce que ça va me demander du temps, de l'énergie et moi j'ai besoin d'être rémunéré pour ça. Donc j'essaye de faire ça de plus en plus, pas toujours, je te le cache pas, c'est pas évident. Mais oui, vaut mieux laisser l'argent sur la table parfois, tu as raison. Quelle est, parmi tes rencontres, une ou 2 personnes que tu as eues qui ont été hyper inspirantes pour toi, sur lesquelles tu t'es, soit appuyé en tant que mentor ou qui t'ont, interpellé de par leurs propos, leurs discours ou leur action de faire? J'ai eu, il y a longtemps, j'étais jeune commercial dans l'hôtellerie chez Holiday Inn avant Best Western et j'ai eu un patron, directeur des ventes, qui s'appelle François Texier, on se souvient encore, il est plus vivant, il est là, hein, peut-être qu'il verra ce podcast et François était une personnalité incroyable et il mettait qu'est-ce que je peux dire? Dans la fonction commerciale qui est une fonction ingrate et compliquée, il y mettait c'est la poésie, mais c'est pas ça. Il imitait une espèce de mythe, de scénario, d'histoire. Il était hyper tranchant. Il m'a offert un bouquin quand je suis rentré, c'était Petit traité de manipulation pour empoisonner de gens, que j'ai dévoré évidemment, qui était manipuler les gens sans qu'ils se rendent compte, mais bien sûr sans leur faire de mal. Euh, et il était cassant, il était tranchant, il était convaincu de ce qu'il faisait, de sa méthode. Et voilà. Et moi, j'étais un jeune commercial, je prenais des baffes que je comprenais pas, et il m'a marqué, ouais. Il m'a marqué et du coup, on est resté en contact. On s'est revus il y a pas si longtemps que ça et ouais, une appréciation commune et il me dit: «Bravo pour ce que tu as fait, c'est génial, tu étais patron de chaîne et tout, c'était super». Et puis il a organisé des conférences et cetera, donc c'était top. Voilà, donc ouais, c'est quelqu'un qui m'a marqué parce que j'étais jeune et pas malléable, mais si un peu quand même et du coup, j'étais impressionné, quoi. Je me dis: «Ah bah, ils font les choses vraiment différemment, quoi». C'est surprenant, mais ça m'a beaucoup marqué. Bon, ben, on le salue, s'il nous écoute. Quels sont les livres ou les ressources qui ont eu le plus d'impact sur toi justement dans il y a eu ce livre dont tu parlais? Est-ce que tu as eu d'autres déclics? Hem, j'ai lu énormément de choses sur le développement personnel, énormément de bouquins sur le développement personnel et j'en ai pas retiré grand-chose. Je vais être très honnête, je suis extrêmement friand, ça va de la lecture rapide en passant par, le Miracle Morning, tu vois? Toute la gamme. J'en ai pas retenu grand-chose, donc je regrette pas de les avoir évidemment lus. Je m'éclate en ce moment avec des bouquins sur la négo. Donc mon actualité, c'est peut-être 2 bouquins, ça c'est assez actuel.
c'est Start with a No de Jim Kaplan. Donc Start with, alors c'est en anglais, mais ça se lit pas trop mal. C'est un pape de la négociation et qui dit commencer avec un non. Une négo, ça commence avec un non. Donc alors c'est très contre-intuitif, donc ça me plaît forcément. J'aime bien ce qui est contre-intuitif. Donc il t'explique pourquoi il faut dire non. Il t'explique un truc génial qui est, et c'est comme ça que j'ai acheté l'appartement dans lequel je te parle aujourd'hui. Dans la négo, ça a duré 6 mois la négo pour acheter cet appart. Et qu'à un moment donné, au vendeur, j'adore votre appart. Et j'adorerais vivre dedans, mais j'en ai pas besoin. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quand tu es dans le besoin, tu es mort en gros, c'est mort. Si tu as besoin de cet appart, c'est mort. Si tu as besoin de cet appart parce que tu dois venir travailler ici, moi j'ai une maison en Réunion avec ma femme, on n'a pas besoin de cet appart. Par contre, on adorerait avoir un appart à Lyon pour voir les enfants, etc. Donc je lui ai dit ça. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de votre appart, mais j'adorerais. En fait, je l'adore. Maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, une offre, vous l'avez. Et c'est ce que Jim Kaplan dit, donc je l'ai appliqué. C'était drôle parce que c'est ce que Jim Kaplan dit. Si tu es dans le besoin, c'est mort, Lego. Donc voilà. Donc c'est un bouquin de Lego. Un livre bien rentabilisé. Ouais, 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 c'est vrai, c'est pas faux. Donc Start with a No de Jim Kaplan. Et je viens de finir la vente aux exécutifs de son prénom, je me souviens plus, mais il s'appelle Drillon. Vendre aux exécutifs, ça me fait penser à ce que je fais avec Questio, puisque je travaille aussi sur le management des forces de vente et je forme des gens sur les ventes complexes. Et en fait, ce bouquin, il dit exactement ce qu'on dit avec les ventes complexes, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux exécutifs. Quand tu vends un grand compte, il faut d'abord parler aux décideurs. Il ne faut pas parler aux opérateurs, il ne faut pas parler à ceux qui lancent l'appel d'offres, il faut parler aux décideurs, qui est contre-intuitif aussi et ce qui est très difficile. Et vendre aux exécutifs, ce bouquin, il est top parce qu'il te donne des clés très simples pour aller parler aux décideurs et tout ce que personne ne fait, enfin ce que très peu de gens font. Et ça, je trouve ça très pratique, très facile à mettre en œuvre, pas très facile à comprendre, facile à mettre en œuvre. Et ça m'a bien, ouais, ça m'a bien motivé cet été sur le bouquin. J'ai bien accroché. Je l'ai lu, je crois, une fois, c'était top. Une dernière question, Stéphane, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir dans les prochaines années ou quelle est ta philosophie ou tes objectifs de vie? Moi, j'ai toujours dit, les 20 premières années de ma vie professionnelle, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fini DG d'une boîte, très bien. Donc les 20 prochaines, il m'en reste encore une bonne dizaine, je vais faire ce que je veux. En fait, là, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est impacter. Je l'ai déjà dit en introduction, je le dis en conclusion. Donc, tout ce qui est transmission, tout ce qui est réunion de chef d'entreprise, APM, CJD, j'adore. Tout ce qui est conférence, j'adore, parce que j'impacte le maximum de personnes en 1 minute de temps. Donc, en 1 heure de temps, je dois impacter, je sais pas, 300, 500 personnes devant moi. Donc, ça, c'est top. Voilà, continuer à m'enrichir d'un savoir sur lequel je suis convaincu. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable de transmettre quelque chose qui ne me convainc pas à titre personnel et sur lesquels je peux pas appliquer un bouquin, même si je le trouve très bien et si je sais pas je suis pas convaincu. Donc continuer à m'enrichir, à me nourrir des bouquins dont je te parle, mais des rencontres aussi que je fais. Et puis aller dans tous les secteurs d'activité, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est que sur le retail, enfin, sur le retail, beaucoup sur le retail, beaucoup sur des marques, etc. Je pense qu'en B2B, il y a un boulevard, il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas tout compris encore sur ces sujets-là et qu'on peut acculturer. Donc voilà, je pense qu'il y a un marché incroyable pour moi sur ces clients-là. Donc j'espère bien pouvoir essayer de déboucher, soit par le côté collaborateur, le côté client, ou le côté négo, parce que maintenant aussi, je fais quelques interventions sur la négociation. Voilà ce que je me souhaite. Impacter et transmettre, c'est aussi l'objectif de ce podcast. Donc, ça a encore plus de sens que de t'avoir invité. Merci à toi pour ce Merci Fabien, bah, c'est moi. C'est moi, c'est toi. podcast. C'était avec grand plaisir. On peut te retrouver sur les différents réseaux que l'on mettra en description. Et donc, je rappelle, Stéphane Gauthier, tu es conférencier, formateur et tu donnes des interventions un peu partout en France et dans différents réseaux sur tous ces sujets-là. Donc, je te laisse le mot de la fin. Ça, on est tout bon? Bah, écoute, non, tout bon. Si un podcast qui impacte et que moi j'aime impacter, on est là et c'est pour ça que j'ai accepté. Donc, avec le plaisir de pouvoir converser avec toi. C'était très simple. Merci Fabien, à toi. Eh bien, avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple ou maintenant sur YouTube. À très bientôt.